Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Unaparté, écrivaine, à la fait de l'histoire, son terrain de prédilection pour aller chercher de bonnes histoires à raconter, des histoires marocaines qui nous interpellent. Elle le fait non sans une envie réelle d'informer sur ce qui nous échappe, nous, Marocains, quant à certains aspects méconnus de notre passé. Elle écrit des livres en langue française et n'oublie pas de s'intéresser aux questions qui sont celles d'aujourd'hui et qui l'interpellent en tant que casablancaise, en tant que férue des langues amazighes, arabes et françaises. La citoyenne qu'elle est ne lui fait pas oublier non plus de porter un regard souvent critique du quotidien des Marocains et des Marocaines. Nous recevons ce soir Mouna Hachim, l'écrivaine. Mouna Hachim, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Alors après les noms de famille, l'histoire inattendue, vous voilà avec un nouveau livre, Les manuscrits perdus, un roman basé sur l'histoire, en fait, d'une personnalité qui a vécu au Maroc du XVIe siècle. Et vous êtes quoi au juste, en fait? On vous connaît romancière, férue de la langue française, auteur de livres qui puisent dans la culture marocaine, purement marocaine, et écrivain, certes, mais on a du mal à vous situer. En fait, je suis littéraire de formation, et je suis journaliste de métier, et je suis chercheur en histoire et en patrimoine par passion. Donc, la question, elle est légitime, vous êtes beaucoup de choses à la fois. Voilà, mais c'est bien, ça, je pense que c'est difficile de placer chacun dans une case. On est multiples, mais ça reste des univers assez proches de toute manière. Donc l'un dans l'autre, ils se nourrissent. Mes écrits se nourrissent de littérature, ils se nourrissent de mes activités sur le terrain en tant que journaliste. Et puis voilà. Et puis il y a tout le reste. Il y a encore d'autres facettes cachées. Les manuscrits perdus, en fait, c'est un roman historique racontant des faits réels qui sont déroulés en Andalousie, au Maroc, du XVIe siècle. Pourquoi ce besoin d'aller puiser dans l'histoire avec un grand H pour raconter des histoires? Écoutez, l'histoire, c'est une inépuisable source d'inspiration. L'histoire est parfois plus invraisemblable que la fiction. Donc pourquoi aller chercher dans l'imagination quand l'histoire nous offre avec ses rebondissements, avec ses intrigues, avec ses différents événements et péripéties, une mine intarissable. Et puis l'histoire permet avec du recul, un certain recul, de nous permettre de voir la réalité au fait autrement, de pouvoir faire de recoupements avec des faits réels de manière totalement dépassionnée justement, puisque finalement l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Et puis quand on s'intéresse à l'histoire de manière neutre, objective, on se rend compte au fait qu'il y a un certain nombre de liens qui se tissent entre les hommes, des parcours similaires entre différents pays et même des sortes d'anachronismes dans ces constructions nord-sud, orient-occident. Et je pense justement qu'en ces phases d'incompréhension, disons, entre les cultures, il est plus que temps d'initier des lectures justement plus humanistes de l'histoire. Vous faites appel à cette histoire, à l'histoire avec un grand H, pour écrire des histoires, raconter des histoires. Votre dernier livre ne déroge pas à la règle. Pourquoi vous vous obstinez en fait à investir un domaine qui n'est pas le vôtre? Parce que vous dites que vous n'êtes pas historienne. Ah, mais moi je me revendique absolument pas du tout en tant qu'historienne. Je suis chercheur en histoire et passionnée d'histoire. Je m'obstine parce que ça me passionne tout simplement. Moi j'ai laissé tomber toutes mes activités professionnelles justement pour me consacrer uniquement, exclusivement à ma passion. Donc il faut vraiment une sacrée dose d'amour en fait parce que c'est de la recherche aussi, de la recherche pure qui nous coupe du monde, qui nous coupe des activités professionnelles. Et donc il faut vraiment le vouloir. Et c'est ce que je veux et c'est ce que je fais. Donc effectivement, ce roman, Les manuscrits perdus, se déroule à la fin du XVIe siècle et une bonne partie du XVIIe siècle, parce que ce personnage, il est né en Espagne et après, il a regagné le Maroc en tant que terre d'exil pour s'installer à Marrakech, qui était alors la puissante capitale saadienne. Et puis, à partir de là, il va devenir ambassadeur du successeur d'Ahmed al-Mansour, qui est son fils Moulay Zidane, ambassadeur en France et aux Pays-Bas, de 1611 à 1613 pour venir en aide aux Morisques. Et là, évidemment, l'occasion de traiter un certain nombre de thématiques. Il y a par exemple le drame des Morisques. Ces Morisques qui sont, rappelons-le, ces populations d'anciennes confessions musulmanes qui ont été converties de force, parfois de manière... À l'époque de l'Inquisition, après la chute du dernier bastion islamique en péninsule ibérique, le royaume de Grenade, en 1492. Puis progressivement, il y a eu un ensemble de mesures discriminatoires qui les ont poussés à abdiquer leur foi, à renier tout signe culturel,
tout marqueur de leur identité, jusqu'au paroxysme final qui avait été signé en 1609 avec ce décret justement voté par le Conseil d'État et qui avait visé l'expulsion de tous les morisques de péninsule ibérique pour s'installer notamment au Maroc. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé sur le chemin de l'Exode pratiquement 300 000 personnes. Et évidemment, on ne peut que, sans le mentionner de manière explicite, on ne peut que faire des parallélismes avec le drame des migrants, avec le fanatisme religieux de tous bords, avec cette obsession de l'État dans les plus grandes démocraties européennes. Donc voilà pourquoi j'aime l'histoire. C'est ce va-et-vient entre le passé et le présent. Alors votre avant-dernier livre, Histoire inattendue du Maroc, c'est aussi un hymne à l'histoire. Pourquoi inattendu? Inattendu, au fait, je l'avais auto-édité sous le titre Chronique insolite de notre histoire. J'avais mis notre en majuscule parce que pour moi il était important de raconter cette histoire du Maroc dans un ancrage large, à la fois méditerranéen et africain. Et puis ce livre a été repris par Éric Bonnier Éditions, qui est un éditeur français et qui avait choisi ce titre parce que peut-être qu'il jugeait qu'il était plus judicieux. En tout cas, il tenait absolument à mettre le Maroc dedans. Et puis si inattendu... Le terme inattendu renvoie réellement à un aspect de l'histoire qu'on ne connaît pas. Qu'on connaît pas. Par exemple. Bah, écoutez, qu'on ne connaît pas, c'est peut-être prétentieux, mais disons que c'est des aspects ou cachés ou entachées par des formes d'imagerie qui se sont accumulées, qu'elles soient nationales ou étrangères, qu'elles soient occidentales ou orientales. D'abord, par exemple, il y a toute une partie qui n'est pas suffisamment mise en avant, qui est toute la partie anti-islamique, qui est justement ce monde amazigh, qui est le socle fondamental sur le plan culturel et sur le plan identitaire en Afrique du Nord, et qui n'était pas suffisamment mis en avant. Alors là, il y a les interactions avec le monde grec, avec le monde latin, les religions anciennes, et aussi de factures monothéistes qui ont favorisé l'installation de l'islam. Donc il y a des épisodes comme ça. Évidemment, il y a cette partie-là, et puis il y a la conquête arabe qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, et là aussi ça fait partie des tabous de l'histoire. Et quand on mentionne par exemple les aspects violents de cette conquête, on est pratiquement taxé de anti-musulmans, alors qu'il est un fait qu'il y a eu un népotisme, il y a eu des gouverneurs omeyyades notamment, qui ont transformé ces terres en terres de butin et d'esclaves et qui ont favorisé la révolte justement berbère et l'adoption de schismes, notamment kharijite, qui a été l'occasion de la création d'un ensemble de principautés qui ont régné pratiquement un siècle sur l'ensemble du Maroc. Et pourtant, quand on nous raconte l'histoire, parce que je suis un pur produit de l'école publique marocaine, quand on nous raconte l'histoire, on passe de l'Adarissa, le Mourabitoun, et on oublie des parenthèses extrêmement importantes de tous ces royaumes zénètes, justement kharijites, qui ont régné un siècle sur l'histoire du Maroc, qui sont fondateurs de Sijil Massa, qui sont fondateurs d'autres royaumes, d'autres principautés, à l'histoire absolument fascinante. Et donc, c'est des tas de choses comme ça, totalement inattendues, qu'on va retrouver. Les Marocains ne connaissent pas leur histoire. Écoutez, pour avoir fait justement l'école publique marocaine et pouvoir avoir étudié l'histoire, je lui reproche d'être assez rébarbative, justement, d'être une succession fastidieuse de dates, de noms, de personnages, de bâtisseurs, Hada Shayeda, Hada Bana et tout. Bon, c'est bien beau, mais au fait, ça manque d'aspects sociaux, d'aspects humains, et pas seulement institutionnels. Voilà. Et donc on connaît l'histoire, on connaît certains traits que Youssef Tachfine, Ben Marrakech ou les Haja, mais bon, après on n'est pas vraiment dans le fin fond de l'histoire humaine, le mouvement des populations, voilà, toutes ces interactions qui sont opérées avec les pays du Sud, avec les pays du Nord, même avec le monde grec. Donc c'est ça qui fait la magie aussi de l'histoire. Vous accordez une place de choix aux Berbères, en fait, à l'histoire des Berbères. Vous utilisez l'appellation berbère, en fait, c'est un terme en fait qui est au centre d'un débat. Peut-on dire berbère ou amazigh? Vous utilisez en fait beaucoup plus ce terme berbère. Pourquoi? Oui, si je l'utilise et que ça risque de froisser quelques-uns, je m'en excuse. Oui, c'est vu comme réducteur, tout à fait. C'est vu par réducteur du fait de son histoire. Maintenant, il existe une encyclopédie berbère, il existe... vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il est emporté par l'usage, on l'utilise de manière absolument souple. L'usage étranger, français par exemple, mais nous, Marocains. Même au Maroc, je veux dire... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que doit-on utiliser beaucoup plus le terme amazigh ou berbère?
À partir du moment qu'on n'y met pas d'acception péjorative, je ne vois absolument pas du tout le problème, sinon je ne l'aurais pas employé. Maintenant, effectivement, ce terme berbère remonte à toute cette histoire de l'Antiquité justement latine où on les assimilait aux barbares, au même titre que les Slaves, les Celtes et tous ces autres peuples qui sont situés hors des limes de l'Empire romain et qui sont considérés comme réfractaires à la civilisation, voire même à l'humanité. Et c'est ce qui fait que les Arabes aient employé eux aussi ce terme-là dans le même sens, mais aussi dans le sens de quelqu'un dont on ne comprend pas la langue. Donc il y a des anecdotes d'ailleurs assez révélatrices. Et puis évidemment, vu son passif, certains lui préfèrent un adjectif que les Amazirs ont choisi eux-mêmes pour se désigner, qui est celui de Amazir. Qui veut dire l'homme libre. Bien que... Et cette appellation, ce qualificatif est aux antipodes, j'y arrive, par rapport au mot berbère. Même l'étymologie du mot Amazir ne fait pas l'unanimité. Et même l'étymologie du mot al-barbar ne fait pas l'unanimité. Parce que certains y ont vu un lien avec des langues parlées en Afrique. Et qui est en lien, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans des considérations étymologiques, disons, mais voilà, ça reste encore à trancher. En tout cas, ça ne fait pas l'unanimité des chercheurs. Alors, vous vous intéressez à l'histoire car vous dites qu'il y a des vases communicants en fait entre l'histoire et notre présent. Quelles sont ces passerelles en fait entre les deux, entre le passé et le présent? Énormément. C'est-à-dire tout dépend du titre, du type d'ouvrage. Là, par exemple, à travers ce dernier livre, Les manuscrits perdus, j'aborde entre autres thématiques, par exemple, la cause au fait de la décadence du monde musulman, et qui est représentée bien sûr dans un premier temps par la chute de Grenade et qui est représentée aussi au Maroc un peu plus tard par toute cette guerre civile qui avait vu l'éclatement de l'Empire, et donc ça nous donne à réfléchir au fait sur les thématiques de notre temps. Ce personnage aussi avait eu des conversations théologiques et autres avec des intellectuels rencontrés lors de ces ambassades, et au fait ça renvoie à des thématiques très actuelles sur le rapport à l'autre, l'altérité, le besoin disons obsessionnel des uns et des autres de convertir l'autre non seulement à sa religion mais à sa culture, et voilà, c'est ces formes de passerelles qui font que je ne sais plus quel anonyme, d'ailleurs c'est un anonyme, on ne sait pas qui c'est, qui avait dit les plus grandes leçons de l'histoire, c'est qu'on ne profite pas des leçons de l'histoire. Et donc voilà, si je devais résumer tout cela en une phrase, ce serait bien celle-là. C'est une bonne transition pour vous poser la question, en fait, la suivante. Vous êtes une écrivaine qui puise dans l'histoire. Quel regard portez-vous en fait sur notre histoire d'aujourd'hui, en fait, sur notre présent? Et vous êtes très intéressé et concerné par beaucoup de thématiques qui viennent comme débat aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cela? Je ne considère l'histoire intéressante que parce qu'elle nous permet justement d'appréhender de manière, disons, neuve le présent, avec un autre regard au fait, avec un regard un peu décalé, un peu, disons, moins passionnel. D'accord? Et donc évidemment, je suis d'ancienne formation je suis journaliste de formation, j'ai opéré depuis quelques années dans la presse. Je suis viscéralement attachée au fait à ce qui m'entoure, à ce qui fait l'actualité, à la vie dans la cité de manière générale, et puis de manière plus globale à ce qui se passe dans ce monde globalisé justement. Et donc effectivement, je suis interpellée par un ensemble de thématiques que je peux aborder, notamment à travers les réseaux sociaux où je suis très active en ce moment, après avoir déployé ma plume et traité de ces thématiques. On peut en parler si vous voulez. Mais bon, ça va des droits fondamentaux, ça va par exemple de la justice sociale, la question de la justice sociale qui me tient particulièrement à cœur et qui est un enjeu pour la construction d'une véritable démocratie, et c'est tout ce qui tendrait au fait à une répartition plus équitable des richesses, à l'emploi pour tous, à l'accès au logement, l'accès aux soins, l'accès à l'école gratuite et de qualité, et ce qui est garant finalement de la dignité de tous les citoyens et puis de la cohésion sociale dans l'immédiat et dans la durabilité.
Et puis à côté évidemment de ces questions relatives aux droits fondamentaux, je suis extrêmement sensible par exemple à une question comme celle des libertés individuelles et qui a fait débat. Voilà, j'allais vous poser en fait une question sur ce sujet-là, les libertés individuelles. En fait, c'est un débat qui houleux, qui n'est pas prêt de s'arrêter. En fait, au vu de vos recherches dans l'histoire, est-ce que ce débat est étranger à notre société ? Est-ce qu'il arrive comme un cheveu dans la soupe, ou vraiment c'est un débat normalement qui ne peut qu'être produit par une société comme la nôtre, la marocaine? Oui, mais je pense que... C'est une normalité pour vous. Oui, mais il n'est pas étranger, il n'est pas propre à notre société, parce que justement, dans cette histoire de manuscrits perdus, on parle bien de liberté de conscience et de fait d'obliger les gens à se convertir. Or, ça aussi, ça fait partie des libertés individuelles. Et c'est une question qui se pose de toute manière avec acuité aujourd'hui, et même si on considère le débat comme étant minoritaire ou secondaire par rapport à d'autres choses qu'on juge plus importantes, voire même élitistes, quand il n'est pas... Parce que certains sphères fanatiques, vraiment, elles disent que ça ne ressemble pas à notre culture. Est-ce que c'est le cas? Je suis désolée, mais quand on voit ce qui est en train... De toute façon, on est obligé de vivre en phase avec notre temps. Or, que dit notre époque? Notre époque, elle dit que le Maroc a ratifié des conventions internationales qui vont dans le sens de cette liberté individuelle. À l'heure actuelle, il y a des lois rétrogrades qui sont en totale contradiction avec même ces avancées constitutionnelles. À l'heure où l'on parle justement de construction démocratique, à l'heure où les franges les plus conservatrices utilisent une sorte de langage populiste pour caresser quelques-uns dans le sens du poil, et à l'heure où l'actualité fait débat avec justement ces thèmes qui dépassent les frontières et qui nous plongent dans une forme d'inquisition qui est digne des âges obscurs, je pense qu'il est plus que temps de réveiller certaines consciences et de dire qu'il ne s'agit pas d'encourager la débauche ou d'encourager, parce que de toute manière, ces lois rétrogrades, elles n'ont jamais empêché personne d'avoir des relations sexuelles hors du cadre du mariage, ni de voir ce taux excessif, par exemple, de consommation d'alcool tel qu'il est fourni par des chiffres qu'on peut très bien vérifier. Et donc voilà, donc moi je le dis haut et fort en tout cas, l'État n'a pas à légiférer dans ce qui est justement de l'ordre de la liberté individuelle. Ni les autres citoyens n'y ont un droit de regard. De l'intime. Voilà, qu'il s'agisse de leur corps, entre adultes consentants dans un cadre privé, ou qu'il s'agisse de leur liberté de conscience, qui est de toute manière garantie dans le Coran. On n'a qu'à ouvrir le Coran et regarder Surat Al-Kahf, quiconque le veut qui croit, quiconque le veut qui mécroit. C'est absolument clair. Le prophète est cité à plusieurs reprises dans le Coran en tant que transmetteur chargé uniquement de la diffusion du message et non de convertir les gens de force. Donc voilà, ça devrait nous donner à réfléchir. Et ça nous amène justement à poser la question, et c'est ça qui est une constante dans l'histoire, c'est l'instrumentalisation de la religion par la politique. C'est le carcan social plus que religieux finalement, parce que ce qu'on pense relever du religieux parfois ne relève que du culturel et de mœurs ancestrales qui parfois peut-être sont anti-islamiques et qui étouffent totalement l'individu au détriment de la collectivité, ce qui aboutit finalement à une société totalement schizophrénique et qui nage dans l'hypocrisie la plus totale. Malheureusement, on ne peut pas accorder beaucoup plus de temps à cette thématique qui est très importante à mon regard déjà. En fait, parlons d'autre chose. Vous êtes une écrivaine en langue française. Oui. Il y a certains des défenseurs en fait de l'arabe, de la langue arabe au Maroc, qui portent un regard très négatif sur vous. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas, parce que je voudrais bien savoir. Moi, j'ai fait... vous n'avez jamais approché pour vous dire, voilà, vous écrivez en français, vous êtes cela et vous êtes cela. Je ne sais pas, est-ce qu'on vous a expliqué ces reproches? Non, des fois, il y a une forme d'agressivité par rapport à la langue utilisée, de plus en plus d'ailleurs. Pas forcément dans les conférences, mais c'est déjà arrivé. Et puis dans d'autres cadres, notamment même dans les réseaux sociaux, avec l'emploi de la langue française. Et c'est d'ailleurs... Donc bien sûr, on est considéré comme faisant partie d'une sphère élitiste ou désintéressée des problèmes des Marocains, alors qu'au fait, vous le voyez bien à travers mes travaux, c'est la même Marocaine qui s'exprime, même si c'est en langue française, c'est légende dorée, c'est son patrimoine, tout ça est mis en avant par une langue que je maîtrise mieux, je le dis en toute honnêteté. Moi, ma langue parlée, c'est la darija, c'est pas l'arabe classique, et là, je le dis de manière claire. J'ai fait un cursus bilingue, certes, toutes mes références bibliographiques, ou en tout cas une bonne majorité est en langue française, est en langue arabe, par exemple pour le dictionnaire des noms de famille, pour Histoire inattendue du Maroc,
plus grande partie de ma bibliographie, elle est en langue arabe, que je lis parfaitement. Mais j'ai absolument aucune souplesse pour m'exprimer en arabe classique, qui n'est pas ma langue maternelle. Et pour l'écrit, c'est pareil. Je mettrais 10 fois plus d'efforts pour composer que si je le faisais en français. Et si la traduction existe, c'est bien pour cela. C'est pour justement pouvoir assurer le relais d'une langue à une autre. Ce débat que vous avez suivi certainement, arabe classique ou français, quelle est votre position là-dessus? Ben, vous savez, pour enseignant en fait surtout les matières scientifiques. Les matières scientifiques, ben, écoutez, c'est un débat. D'abord, là encore, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a encore beaucoup d'hypocrisie et moi je le dis en toute franchise et j'assume ce que je dis, que ceux qui veulent imposer encore des lois pour les fils du peuple donnent l'exemple en commençant par leurs propres enfants. Voilà, que les choses soient claires. Parce que qu'ils veuillent arabiser pour les uns et qu'ils maintiennent leurs enfants dans les systèmes mission, ça, je trouve ça totalement démago et hypocrite, vraiment. Maintenant, évidemment, moi je considère que nous, on a un passé historique qui a fait qu'il y a eu le poids de la langue française. On a une langue constitutionnelle, 2 langues constitutionnelles maintenant. Il y a la langue arabe qui est vecteur de cohésion avec le monde arabo-musulman, qui est la langue du Coran. Là, c'est incontestable. Après, nouvellement, la langue amazigh, après un long processus de revendication qui avait, comme vous le savez, abouti sur la charte d'Agadir et qui avait légiféré sur le statut de la langue amazigh à côté de l'arabe, bien que là encore, il faut qu'il y ait des choses concrètes sur le terrain, parce que bon, c'est bien beau les textes, mais après, est-ce que ces choses-là se sont réalisées sur le terrain? Et puis, il y a la langue française, qu'on le veuille ou pas. Quand vous regardez, par exemple, les enseignes dans les rues, les affiches, les panneaux publicitaires, ben, c'est en majorité en langue française. Quand vous allez chez le médecin, l'ordonnance, elle est en français. Les factures de téléphone, enfin, tout le reste, c'est en langue française. Donc, c'est un bilinguisme ou un trilinguisme qui est acquis. Mais par contre, à côté de ça, il y a aussi cette langue darija. Il y a cette langue darija qui est notre langue de communication qui est vivante. Et bon, moi, j'ai eu une position un peu tranchée au moment de poser le débat sur l'apprentissage en darija. Sans refuser la darija, je pense qu'on peut introduire justement des paroles de Zajel, de Taïb L'Alij, de Nasl Riwan, des quatrains de Sidi Abdelrahman El-Mejdoub. On a un patrimoine culturel qui est fascinant, des poèmes mystiques, on a des choses absolument fabuleuses qu'on pourrait introduire dans les manuels scolaires. Maintenant, pour l'apprentissage lui-même, alors d'un côté, vous avez les puristes arabisants purs et durs qui ne considèrent la langue arabe que dans sa sacralité, dans une forme de classicisme comme ça très conventionnel et qui risquent eux-mêmes de l'ankyloser. Et puis, d'un autre côté, il y en a qui considèrent que l'arabe est responsable de tous les maux, du chômage, de l'analphabétisme, voilà. Et ils vont même plus loin, ils vont jusqu'à exiger que l'enseignement se fasse en darija, parce qu'ils considèrent que c'est une violence intolérable d'apprendre à l'enfant une langue qui n'est pas maternelle. Par contre, ils favorisent le français sans se poser la question de cette violence intolérable, ce qui est totalement contradictoire. Alors vous sortez des livres régulièrement, oui. C'est un effort colossal. Oui. Est-ce que le ministère de la Culture est-ce qu'il y est pour quelque chose? Alors là, je crois qu'il ne sait pas que j'existe, ou en tout cas, il fait tout comme. Non, absolument pas. C'est-à-dire vous, écrivain en fait en langue française, alors il n'y a aucun rapport, aucun contact pris par ce ministère, parce qu'on a vu par exemple l'ex-ministre, il recevait beaucoup d'artistes. Il a reçu Stati, il a reçu un grand nombre de personnes. Oui, mais Stati, voilà, les artistes, les chanteurs et tout, mais les écrivains, je ne sais pas. En tant qu'auteur en langue française, qu'est-ce que vous sentez épaulé par le ministère de tutelle? Absolument pas. Pourquoi, à votre avis? Mais absolument pas. Non seulement je ne suis pas épaulée, vous vous rendez compte que même quand il y a des activités culturelles qui se passent dans mon propre pays, par exemple, un salon du livre, etc., on va inviter Tartampion, qui a écrit un livre sur les chats siamois, on va lui dérouler un tapis rouge, et certains auteurs marocains ne sont pas invités. C'est une aberration. Pourquoi? Parce que je m'exprime en langue française. Et pourquoi j'écris sur quoi? J'écris sur l'histoire du Tibet, l'histoire de la Chine, j'écris sur l'histoire de mon pays, sur son patrimoine. Non que je tienne à être invitée, mais je fais un travail qui demande à être soutenu, à être largement diffusé, à être encouragé. Et malheureusement, c'est le déni total et absolu. Et finalement, peut-être c'est tant mieux pour moi, parce que ça me renforce justement dans cette quête d'indépendance et ça me donne envie de poursuivre mon petit chemin loin du tumulte et de l'agitation. Et voilà, je suis soutenue par les médias, et ce depuis le premier travail que j'ai fait. Et je ne le dis pas parce que je suis sur un plateau télé, vraiment depuis Les Enfants de la Chaouia, qui était mon premier roman, mes activités ont été suivies par la presse, par la télé, par les journaux, et suivies par les lecteurs. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Le reste, ça compte pas. Vous avez créé le mouvement Save Casablanca, où vous en êtes-vous?
par rapport à ce mouvement? Quel impact? Quel bilan? Oh là là, alors oui, alors c'est né d'une idée toute simple parce que bon, vous savez bien que Casablanca est victime de son essor et qu'elle souffre d'un déficit de gouvernance qui est juste terrible et dont on voit les nuisances au quotidien à tout point de vue. Et donc l'idée était simple, c'était de créer un groupe sur Facebook puisque bon, bien sûr, personne ne peut ignorer le rôle des réseaux sociaux hein, comme vecteur de l'information et puis même comme catalyseur de la mobilisation. Et donc effectivement, il y a des gens de différents horizons qui tous les jours expriment leurs doléances et on est suivi par les médias qui relaient justement ces propres doléances des populations, bien que franchement je considère que concrètement il ne se passe pas grand-chose, je le dis en toute honnêteté, le bilan il est très très mitigé, on est là, on existe, on râle, c'est un exutoire, c'est un défouloir, mais on s'adresse à des morts. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Moulay Hachim, merci. Merci à vous. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.